Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 26. Voilà, on va mettre un peu de lumière, là, comme ça. Voilà. Le 26 septembre 2018, n'est-ce pas? Et je continue ma lecture du Socrate écrit par Claudius Pia au début du XXe siècle. Et j'ai vu, en fait, que ce Claudius Pia, j'ai regardé à l'arrière des berlines, à l'arrière du livre, il a dirigé une collection chez Félix Alcan, à la librairie Félix Alcan, sur les grands philosophes. Et donc il a écrit lui-même sur Socrate, sur Platon, sur Aristote, sur Saint-Augustin, sur Ghazali, sur Schopenhauer. Incroyable. Et il a donc d'autres ouvrages qui ont paru dans la même série. Il y avait sur Épicure par Joyaux, Chrysippe par Émile Breillet, Philon, Saint-Augustin, Saint-Anselme, Avicenne, Maïmonide, Saint Thomas d'Aquin, Montaigne, Pascal, Malebranche, Spinoza, Kant, Mène de Biran, Rosmini, que je ne connais pas, Schilling. Enfin, c'est des noms qui me font rêver. J'adore tous ces écrivains. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est très affectif. Ça me parle, quoi. Les noms me parlent. Un peu comme un passionné un passionné de fleurs pourrait donner tous les noms des fleurs, ou un passionné de télé-réalité pourrait donner toutes les tirades des télé-réaliteurs. C'est possible. Voilà, donc je continue ma lecture. Nous sommes à la partie 15, je pense. Alors, on est sur sa vocation. On voit qu'en fait, Socrate, c'était sur sa vocation. On voit que Socrate, finalement, sortait très peu de sa ville, à part pour aller à la guerre, etc. Et qu'en fait, il avait le sentiment d'une vocation très forte et spirituelle, qu'il avait été éclairé par les dieux pour faire ce qu'il faisait, en fait. C'est-à-dire éclairer les esprits, les âmes. Il ne sortit plus de la ville que pour aller à la guerre. Fallait-il paraître sur les champs de bataille, il laissait là les disputes philosophiques et devenait le soldat le plus intrépide et le plus endurant de l'Attique. Sous les murs de Potidée, dans le temps des gelées les plus fortes, lorsque personne ne quittait le quartier, ou du moins ne sortait que bien vêtu, soigneusement chaussé, les pieds enveloppés de feutre et de peau d'agneau. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Enveloppé de feutre et de peau d'agneau. Ça me rappelle comment avait été soigné Beuys. Lui ne laissait pas d'aller et de venir avec son manteau coutumier. Il marchait pieds nus sur la glace plus facilement que les autres qui étaient bien chaussés, si bien que les soldats le voyaient de mauvais œil, s'imaginant qu'il voulait les braver. Ah, Adélium, dit Alcibiade. La conduite de Socrate m'a paru encore plus belle qu'à Potidée. J'observai d'abord combien il surpassait Lachaise en maîtrise de soi-même. Je trouvai de plus qu'il marchait là pour me servir de tes expressions, ô Aristophane,
tout comme dans les rues d'Athènes, l'allure superbe et le regard dédaigneux, considérant tranquillement et les siens et les ennemis, et montrant, au loin à la ronde, par sa contenance que celui-là serait vigoureusement reçu qui oserait l'aborder. Socrate ne le cédait à personne quand il lui fallait défendre son pays les armes à la main. Et ben c'est quand même quelque chose d'incroyable pour un philosophe. Effectivement. Mais dès que les troupes étaient licenciées, il regagnait sa ville. Il reprenait sa fonction d'éprouveur d'âme et s'en occupait si fort qu'il ne trouvait pas même le loisir d'aller avec des amis sur les bords de l'Ilissus, goûter un peu de frais au chant des cigales. Le dieu l'avait attaché à Athènes comme à un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d'un éperon pour trouver toute son énergie. Il passait son temps à exciter et aiguillonner ses concitoyens, à gourmander chacun d'eux partout et toujours, sans leur laisser aucune relâche. L'ardeur que mettait Socrate à poursuivre sa réforme philosophique fut aussi la principale raison pour laquelle il négligea les emplois militaires, les fonctions d'orateur et toutes les autres dignités. Il est vrai que la façon dont se traitaient alors les affaires publiques n'avait rien qui fût fait pour lui plaire. Et oui, on était sous les tyrans. C'était le règne de la fève. Or, il croyait au contraire que l'on ne devait confier les fonctions de l'État qu'à ceux qui, par une longue formation intellectuelle, s'étaient rendus capables de les bien exercer. Alors, peut-être que la fève, c'était pas ce dont je parle. Hein. Peut-être que c'était autre chose. De plus, il fallait sans cesse accepter d'iniques compromis, condescendre à des tractations, à des transactions indignes, lorsqu'on prenait part aux assemblées du peuple, et même à celles de les lier. La République, depuis Périclès, avait tourné à la démagogie la plus violente. On ne voyait dans Athènes que factions acharnées, conspirations, délations et procès. Socrate répugnait à entrer dans cette mêlée, des partis où la justice ne comptait plus pour rien. Il se déclarait inhabile à s'y mouvoir avec bonheur. Toutefois, il eût surmonté ses dégoûts. Il se fût lui aussi jeté dans la tourmente politique si la chose lui avait paru plus utile à son pays. Mais telle n'était point sa manière de voir. En fait, il était tout l'opposé du lâche. Il faisait donc et l'inverse de la lâcheté. C'est pour ça que la lâcheté, c'est le problème majeur peut-être pour un individu. Et c'est peut-être la qualité qui est importante à développer chez un enfant quand on a des enfants. Ça ne veut pas dire la témérité, mais c'est le fait de n'avoir peur de rien dans ce qui a une vraie... dans ce qui a de la valeur au niveau de l'éthique, de la morale, de sa propre morale, de ses propres valeurs. À quel point il faut pouvoir défendre ses idées, défendre ses convictions, et voilà. Bon, il y a un courage qui est... Il y a peut-être des différences dans les formes de courage qui sont appliquées. Il fallait faire surgir une génération d'hommes d'État. Or, l'unique moyen de mener à bien cette difficile entreprise, c'était d'apprendre à ceux qui semblaient les mieux doués la science de la vertu qui en ferait des citoyens honnêtes et la science de la politique qui en ferait des politiques compétents. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est ce pourquoi je m'investis sur Twitter, sur des choses comme ça.
Et j'interpelle les hommes politiques, j'interpelle le chef de l'État. En fait, c'est à ce niveau-là que je place mon envie de m'investir politiquement pour la cité qui est maintenant la cité universelle, hein, le village planétaire. Alors lui, il se battait pour la cité qui était Athènes et qui était sans doute la Grèce, un peu plus large, mais enfin au moins Athènes. Et voilà, il défendait pas un quartier, il défendait Athènes. Il défendait la valeur d'Athènes, il défendait les idées d'Athènes. Comme maintenant, aujourd'hui, ce qui est à défendre, c'est l'humanité. On pourrait être nationaliste, on pourrait, en tant que philosophe, se rattacher à la nation, être français, défendre ces idées-là, ou défendre sa communauté, une communauté spirituelle, religieuse, je ne sais pas, etc. Mais tout ça, c'est, à mon sens, en dessous de l'appartenance qu'un philosophe doit, sur laquelle un philosophe doit se placer. Il doit se placer, un philosophe, sur l'humanité. Et bon, même élargir à la limite l'humanité, comme le font certains, avec les animaux, avec la nature, etc. Mais c'est au niveau de l'humanité, en ce qui concerne l'humain, c'est ça qui doit être en haut de l'exigence mentale d'un philosophe. Et en dessous, à cette appartenance, en dessous, il accroche ses autres appartenances, nationales, communautaires, etc., toutes qui sont importantes pour la vie sociale, pour de nombreuses raisons. Mais la principale, elle est là aujourd'hui, à mon sens. C'est mon point de vue. Ainsi pensait Socrate. Et ce qu'il pensait, il consacra toute son énergie à le réaliser par amour pour sa glorieuse cité, qui déjà vacillait sur ses bases comme un géant frappé à mort. Mais la tâche était pressante. Elle était absorbante. On ne pouvait en même temps se livrer à l'action et enseigner aux autres la science de l'action. Il fallait choisir dans ce conflit des devoirs. Et là, en lisant, je me rends compte que ces écrivains, comme Claudius Pia, ils amusent pas la galerie. Ils cherchent pas à séduire, à plaire. C'est des phrases simples. Ils cherchent à instruire. Et là, c'est tellement important, tellement important. Et c'est là où j'ai écouté l'autre fois un bouquin sur Plotin. Il y a une audio avec, et c'est Ferry, le philosophe actuel, qui avait été ministre. Et justement, il s'inscrit dans cette lignée-là, des grands pédagogues, à mon sens. Hein, voilà, c'est intéressant. Il faut s'effacer derrière l'écrivain. Et c'est là où ces grands pédagogues, ils ont quelque chose d'extraordinaire, parce que ils les perçoivent. Alors, ils mettent leur valeur, comme par exemple Claudius Pia. Peut-être pour l'instant, j'ai pas déterminé ça, mais peut-être qu'il met le christianisme, peut-être qu'il s'occupe peut-être qu'il place l'intérêt du christianisme, puisqu'il est chrétien, dans sa pensée, mais ça n'apparaît pas vraiment. C'est quand même
Et c'est là où il y a beaucoup de respect, finalement, de ce qu'il est. C'est ça qui est vraiment intéressant chez ces hommes. Et enseigner aux autres la science, il fallait choisir. Et Socrate choisit résolument le parti qui lui semblait le meilleur, celui de s'enfermer tout entier dans son rôle d'éducateur d'Athènes. En outre, il prévoyait qu'il lui faudrait une longue vie pour accomplir son œuvre de rénovation intellectuelle et morale. Et d'autre part, il avait le pressentiment que, s'il s'engageait dans l'arène politique, on ne tarderait pas à le faire disparaître. Oh, oui, et en plus parce que c'était quand même c'était quand même un esprit critique virulent. Virulent. Et dans Athènes, la critique, elle était tout de suite efficace. Tout le monde parlait de ce qui avait été dit, donc il y avait un danger très très rapide en fait. Maintenant, les philosophes, ils peuvent, il y a un peu de temps entre ce qu'ils disent, c'est le moment où ça s'est diffusé, où c'est pris en compte par la société. À part ceux qui sont très très médiatisés, comme Michel Onfray, et d'ailleurs quand il s'attaque à des dogmes, à des choses établies, on ne manque pas d'essayer en somme de le flinguer à la manière actuelle, c'est-à-dire médiatiquement, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qui a évolué. Ça fait partie des grandes évolutions de l'humanité. Qu'on soit passé de l'époque où on assassinait les philosophes à l'époque où on tente de les détruire, médiatiquement. Voilà. Sachez bien, disait-il devant le tribunal, que si j'avais essayé de me mêler des affaires publiques, il y a déjà longtemps que je ne serais plus en vie, et je n'aurais rien avancé, ni pour vous ni pour moi. Et ne vous fâchez point de ce que je vous dis la vérité. Il n'y a de salut pour aucun des hommes qui ont le courage de lutter contre les passions du peuple d'Athènes ou de tout autre peuple. Il n'y a de salut pour aucun de ceux qui veulent empêcher qu'il ne se commette dans la ville rien d'injuste ou d'illégal. Il est de toute nécessité que le citoyen qui combat pour la justice, s'il veut vivre quelque temps, demeure simple particulier et s'abstienne de toute politique. Il avait tout compris en fait. Effectivement, si on remet en cause le système, c'est extrêmement, mais c'est comme chez les primates. Hein. Quand un des primates commence à s'agiter, à vouloir avoir le pouvoir, etc., et il commence à gesticuler, à être violent, à être agressif. Les autres, ils le laissent faire jusqu'à un certain seuil, et puis ils se liguent tous et ils le castagnent. Et en fait, c'est ce qui se passe avec les agitateurs de conscience. Voilà, Martin Luther King, il finit par se faire flinguer. La seule chose, c'est que ils finissent toujours par faire leur action. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que ça arrive toujours trop tard, la violence. Elle arrive, mais elle arrive toujours trop tard. Ils ont tué Socrate, mais Socrate, il avait fait son travail, il a donné son œuvre, et on parle de Socrate 2600 ans plus tard. Et ça continuera. Et Martin Luther King, il avait fait son œuvre, Gandhi avait fait son œuvre. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour le syndicaliste qui luttait pour les sans-terres
au Brésil et qui se fait flinguer. Et il y en a plein où le prêtre qui se fait tuer, ou voilà, ou Rabin et Arafat et qui se sont fait, non, Begin et Sadat, qui se sont fait tous les deux assassiner, mais ils ont fait leur œuvre, ils ont montré que c'était possible. Et leur œuvre, même si aujourd'hui la paix n'est pas encore installée, elle s'installera un jour là-bas, en Palestine, en Israël. Ça sera, la paix sera là, et Begin et Sadat auront mis leur pierre, et même s'ils ont été assassinés, ils ont fait leur œuvre, voilà. Et ils ont fait leur œuvre chacun de leur côté, pour leur pays, et en même temps pour la cause de la paix dans cette région. Donc c'est toujours trop tard. On peut tuer, hein, mais c'est toujours trop tard, le travail a toujours été fait. Et qui pouvait méconnaître le bien fondé d'un langage aussi fier? N'avait-il pas couru le plus grand danger au procès des Arginus, où il s'était vu seul parmi les Prytanes à voter malgré les cris menaçants du peuple pour le respect des lois? Incroyable. N'avait-il pas été à 2 doigts de sa perte lorsque les 30 le mandatèrent à Tholos et qu'il leur refusa d'amener de Salamine Léon le Salaminien qu'il voulait faire mourir? Socrate ne pouvait vivre au milieu des passions sauvages dont sa ville était devenue le théâtre. Il ne pouvait continuer son œuvre avec succès que s'il renonçait pour tout de bon à toute participation au gouvernement. Et il y renonça, persuadé qu'il n'avait pas d'autre manière de servir sa patrie. Et bien toutes ces aventures qu'il a vécues, Socrate, je les ignorais. Voilà, c'est quand même incroyable ce travail de réflexion. Voilà, je vais arrêter là pour cette fois. Je bloque là. Et je vais reprendre une vidéo, mais dans la foulée, je pense. Merci.